That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Mon invité, la dernière fois que vous l'avez vu sur la chaîne, était accompagné de Pierre-Julien Marest. Séverine donc Donfou et Pierre-Julien Marest ont écrit, parce que c'était toujours d'actualité, ce livre autour de Busby Berkeley. Mais elle était déjà venue toute seule pour nous parler des trois livres qui ont été édités chez Marest, c'est-à-dire Brune Platine, Tennessee Williams, L'écran sauvage et S'abandonner, même si tu avais écrit aussi un autre livre, Écrire à la fin en 2014 chez l'Harmattan. Et là, aujourd'hui, elle revient parce qu'il y a un autre livre qui sort chez Marest Éditeur, que je remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et le livre s'appelle À la bouche. Tout simplement À la bouche. C'est un court roman, mais qu'est-ce que c'est tendu à l'intérieur du livre. Il y a beaucoup de choses à dire et je suis très content qu'elle ait accepté de venir pour en parler. Comment vas-tu? Ça va bien, merci Samir, merci de me recevoir. Bonjour à tous ou bonsoir, je sais pas. Et ça va bien, ouais. Et toi? Écoute, ça va. En plus de cela, alors déjà, dans le descriptif, comme je le dis tout le temps, hein, vous cliquez sur le lien et vous tombez directement sur la page dédiée du livre sur le site de Marès pour pouvoir vous le procurer. Écoute, la première question que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que l'envie de l'écrire, c'était une urgence ou une nécessité pour le coup? Urgence, non, parce que j'ai mis 4 ans à l'écrire. Heu, Nécessité, oui, 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 évidemment. Je pense qu'on écrit que quand c'est nécessaire. Enfin, on écrit que quand c'est impérieux. Enfin, en tout cas, de la fiction, moi, du moins. Chaque roman que j'écris, c'est le troisième, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment impérieux. Ça s'imposait à moi plus qu'autre chose. Enfin, voilà. Alors quand on lit le synopsis entre parenthèses du livre, je vais lire simplement que les 4-5 premières lignes. Et Mmh. ensuite, vaut mieux, et ensuite, on essaiera de déconstruire tout ça. C'est écrit, c'est une histoire à trois voix, donc celle d'une mère, d'un père et d'un enfant. Trois voix qui racontent un même récit selon des points de vue différents. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Et je voulais d'abord d'emblée, c'est des questions peut-être un peu trop techniques, voire de la cuisine interne, mais ça nous permet, en tout cas moi, ça me permet ensuite d'aller vraiment dans l'intériorité du livre. Est-ce que ça, cette idée d'une forme comme ça, polyphonique, est-ce elle était là dès le départ, c'était une évidence, c'était une expérimentation, ou est-ce qu'elle s'est imposée finalement, progressivement, au fil de l'écriture? Elle était là dès le début. En fait, moi, souvent, c'est pas j'entends des voix, mais c'est comme des voix qui dictent des moments, hein, pas toujours, hein, c'est beaucoup de travail, hein, mais ouais, c'est comme des voix qui s'imposent un peu à moi, et donc je les avais toutes les trois. Enfin, dès le début, j'avais la voix de la mère, du père et de l'enfant, et j'avais très tôt aussi l'idée enfin, oui, dès le début, je voulais que ce soit la même histoire, à peu près, racontée de trois points de vue différents. J'avais en tête évidemment Akutagawa Ryonosuke qui a donné Rashomon, enfin dans le fourré, qui a ensuite donné le Rashomon de Kurosawa. Et j'avais ce type de récit en tête, de changer de focale, enfin changer de point de vue, en se disant, au fond, on est tous constitués d'histoire, et selon celui ou celle qui la raconte, ça change la donne. Enfin, on n'a pas du tout la même vision des choses, et au fond, pas le même langage aussi. J'ai beaucoup travaillé la question de la langue et du langage propre à chacun, des mots essentiellement. Enfin, j'ai une rythmique très différente pour chaque voix, et aussi
personne n'utilise les mêmes mots et quand ils empruntent les mots les uns aux autres, ils les mettent en italique parce que voilà, c'est un emprunt fait à l'autre. Donc ils se comprennent pas bien aussi parce que, enfin, le couple se comprend mal parce qu'ils parlent pas la même langue de toute façon. Ouais. Mais alors, oui, il y a effectivement 3 parties, si on peut dire ça comme ça, dont une qui est donc la voix de la mère, qui est une partie beaucoup plus, ne serait-ce que beaucoup plus, pas lente, mais longue, ne serait-ce que par le nombre de pages. Mais je sais pas si alors tu me diras si je me trompe, mais, j'ai cette sensation que, la voix de la mère, c'est plutôt une voix très imagée, très visuelle. Celle du père, très distanciée et voire même un peu insolente. Et Mmh. celle du fils, pour le coup, une voix très protectrice, surtout vis-à-vis de la maman. J'ai l'impression qu'il y a un peu de cela dans la manière parce que comme je me permets ça parce que tu disais: Oui, «J'ai beaucoup oui. travaillé sur les différents types de langage». Oui, 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 c'est quelque chose comme ça. Enfin, lui, il est du côté d'une voix du logos, c'est une voix docte, une voix Mmh. de la raison et donc du moins, il croit être du côté du réel et la mère, elle est plutôt dans les légendes et la construction d'un imaginaire et elle a une voix très lancinante et très, très ressassante, répétitive, une voix assez musicale et en même temps crue et cruelle parfois. Et l'enfant reprend les légendes qu'il a mangées, enfin dont sa mère l'a nourri, et, et il essaye de faire la part des choses en fait entre la vision du père et la vision de la mère, et il prend parti plus ou moins, mais il essaye de temporiser les deux voix, quoi. Mais Mon impression qu'il est le plus lucide pour le coup. oui, 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 enfin, c'est l'idée, c'est lui qui a le mot presque de la fin. Donc, je lui laisse. Alors, ça, ce sera au lecteur d'élucider, hein, mais je lui laisse la possibilité de reconstruire toute l'histoire avec, en empruntant les mots de chacun et de donner une version qui soit peut-être définitive, j'en sais rien, mais je j'espère voilà que chacun aura sa vision de ce livre et que je laisse voilà la possibilité au lecteur d'élucider les choses. Mmh. Il y a pas il y a C'est comme si c'était lui finalement, l'écrivain ou l'écrivaine, peu importe, on s'en fout, mais que c'est lui qui va finir par l'écrire ce livre. Mmh. C'est, je sais pas, c'est une des idées. Une des idées. Non, mais tu as raison, c'est bien de alors dans le livre, il y a quelque chose qui est assez, exigeant et qui traverse tout le livre, c'est ce rapport aux figures légendaires, aux contes, les forêts, les monstres. C'est dit tout cela et dans la première partie, la mère pardon, enfin, cette personne parle beaucoup, de mots qu'elle partage, de mots qu'elle donne à son enfant et moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que ces mots-là, qui sont empreints, qui sont tirés, influencés, inspirés par ça, par les contes, est-ce que finalement, pour la mère, c'est une manière en utilisant ces mots-là, en utilisant ces contes, ces motifs, de protéger, son enfant de l'enfance, pour le coup? Alors, c'est elle est pas que protectrice, pardon, elle est aussi très violente. Enfin, et je voulais vraiment laisser cette part parce que c'est une part qu'on découvre quand on devient mère et qui est dure à accepter aussi. On n'est pas que des parents protecteurs. Enfin, faut arrêter avec cette espèce de version des choses. Je pense que la mère est forcément un peu marâtre aussi. L'idée du ternaire, enfin du rythme ternaire, c'est évidemment pour envoyer à, à mes lectures de la psychanalyse des contes de fées de Bettelheim et à cette idée de famille nucléaire. On se construit par rapport à deux repères, un père, une mère, enfin peu importe si c'est un père et une mère, mais ces repères-là et ce chiffre 3, il fonctionne aussi dans la construction de l'enfant. Mais comment dirais-je,
Au fond, oui, elle utilise les mots à la fois comme peut-être comme une barrière protectrice, mais surtout pour l'aider à traverser, la peur parce que ce qu'on apprend beaucoup dans l'enfance, enfin moi ce que j'ai appris, c'est à avoir peur. J'ai appris plus tard que que la peur, protège pas du tout, de rien et qu'il faut se trouver d'autres, barrières, enfin Mm. voilà, et donc les mots, les contes, c'est avoir une espèce de bagage pour pas affronter, mais traverser la peur et l'idée du passage est important, hein. Il faut aller dedans, et aller dans la noirceur et la traverser. Et ben, cette traversée, quand on lit le livre, surtout cette première partie, surtout la première partie, euh, et là, je parle pour le coup de ton écriture, hein. Et c'est une écriture qui épouse, mais littéralement, j'ai l'impression, la chair, la douleur, la pulsion, et on a l'impression que ça, c'est comme si le corps était un espace d'écriture, et je voulais savoir comment on gère cette chair, mais littéraire pour le coup. Parce que c'est vraiment très, c'est pas forcément si imagé que ça, mais c'est très organique. Voilà, une écriture. Et là, je me suis posé la question, mais comment, là, pour le coup, l'autrice, comment elle travaille cette chair littéraire? Bah, je suis très contente parce que c'est exactement ce que j'ai en tête quand j'écris, toujours, hein, enfin, surtout en la fiction, hein, c'est différent. On n'écrit pas du même lieu quand on écrit, sur les autres, que quand on essaye de construire son propre texte et son propre monde. Je pense que la littérature invente des mondes pour moi, c'est important, c'est ce décrochage du réel aussi, essayer de pas coller à une histoire, que l'on croit qui se serait passée ou quelque chose comme ça. Enfin, tout j'ai rien contre l'autofiction, mais en tout cas, c'est pas mon mode d'être, ni d'écrire parce que cette manière de coller au réel, elle est forcément fictionnelle. Il échappe toujours le réel et puis qu'est-ce que c'est au fond? Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça aussi que la voix de la raison, on voit bien qu'elle, dissonne aussi. Enfin, et ça marche pas cette, vision docte et très très, très, carré des choses, enfin, voilà. Donc ça de prime abord, j'ai avalé, pas mal de choses que je voulais dire, et la Par question rapport au côté organique, ah c'est oui, que, sur en le fait, côté, et le fait, comment tu gères cette chair littéraire surtout. C'est surtout ça, oui. alors, les contes et la question des films aussi que je transforme en contes et qui sont dedans, j'en fais une espèce de matière, comme un peintre, voilà, se sert de matériaux, Mm. pour faire sa toile. Moi, c'est avec les mots, que j'essaye de faire ma toile et hem et c'est je sais pas, j'ai cette écriture que je conçois effectivement de manière très, très, très charnelle, très organique. J'ai toujours en tête, Kafka, qui écrit, l'écriture comme autre forme de la prière et dans le judaïsme, on prie avec le corps, on prie en bougeant le corps et je crois beaucoup à ça, voilà, à une écriture qui passe aussi vraiment, par le corps et j'écris à la main, aussi beaucoup, 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 beaucoup. D'accord. J'écris sur mon portable un peu, bah, des fois quand j'ai des idées et que le stylo, je peine à le trouver ou je sais pas, c'est plus simple d'écrire, donc mais je crois aussi, j'avais conçu comme ça dans Brune Platine. Il y a quelque chose qui se joue aussi avec la pulpe de la main sur écran et ça marche aussi. Enfin voilà, c'est aussi le corps qui est écrivant. Donc j'écris vraiment, je conçois les choses comme, de manière, voilà, très physique. On écrit, on gratte ou le papier ou directement la pulpe sur cette espèce d'écran froid, mais qui devient chaud quand on écrit. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'assez charnel, effectivement. C'est un peu moins charnel quand on fait sur le clavier, mais après, voilà, il faut bien passer à autre chose et le transformer, mais effectivement, le clavier est moins charnel.
mais il faut en passer par là. Bah, je vais me permettre une digression. En gros, si j'ai bien compris, écrire, c'est en quelque sorte faire parler le corps autrement, certes. Mais Ouais. quand on écrit, par exemple, sur Tennessee Williams, ou alors là, c'est encore plus complexe parce que si je cite Berkeley, bon, c'est différent. Berkeley, tu n'es pas toute seule. Donc, mais est-ce que, et pardonne-moi cette digression comme ça, mais est-ce que on continue encore de faire parler le corps autrement, même si cette écriture est peut-être différente pour le coup? Elle est différente parce que on a un autre matériau. Là, pour le coup, c'est pas, on invente moins un monde, on part d'un autre monde dont on essaye de rendre compte. Mais bah, je crois, il me semble que j'ai toujours une écriture relativement désirante. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je me souviens plus. J'avais Jean-Michel de la Comté qui a été mon prof à l'université il y a longtemps, et qui écrit beaucoup sur les deuils et le grand siècle. Il a sorti un livre là il y a pas longtemps. Jean-Michel de la Comté, quand je lui avais donné à lire Écrire la fin, il m'avait dit quelque chose comme ça. C'est très étonnant comme écriture parce que c'est pas enfin c'est pas l'écriture froide universitaire, et il y a quelque chose de l'ordre du désir dans votre écriture. Enfin, voilà, ça m'a marqué. J'avais apprécié le compliment. Bah, restons dans ça, si je peux me permettre, dans le désir, parce que dans le livre, il y a vraiment des passages qui sont d'une violence très organique. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais après avoir écrit des moments de ce genre, est-ce qu'on pose le stylo, voire même la souris ou je ne sais quoi, et on va se reposer pendant quelques jours, ou on est obligé d'attaquer directement, de continuer pour ne pas perdre ce rythme-là, cette musicalité? Alors, moi j'écris, euh, j'ai commencé à écrire quand j'ai écrit Brune Platine, et même, bah, ouais, écrire la fin. J'ai toujours écrit de manière très fragmentée. Très fragmentée parce que le temps qui m'est donné ou alloué à l'écriture, ou que je me laisse aussi peut-être, hein, ça vient sans doute de moi aussi, est un temps fragmenté. C'est-à-dire que je n'enlève pas à mes enfants le temps dont ils ont besoin. Je dis pas non, laisse-moi, là, je suis en train d'écrire, ou jamais, enfin jamais. J'exagère, et il dirait oui, on fait des caisses là. Non, non. Pas jamais, mais enfin, c'est assez rare. Enfin, je suis capable de poser le stylo pour continuer à m'occuper d'eux, s'ils m'appellent pour telle ou telle chose. Et donc, j'ai l'impression que j'ai un espace, enfin pas d'imaginaire, mais un espace de temps d'écriture et tout ça, toujours très, 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 très fragmenté. J'aime bien écrire la nuit parce que, effectivement, c'est un temps plus libre. En même temps, je peux pas le faire quand je travaille parce que voilà, il faut se lever le matin et ce serait un peu compliqué. Et Mhm. donc, donc j'ai effectivement ce temps assez, ouais, cloisonné, enfin que je dois cloisonner, et en même temps qui est tout le temps perméable aux aléas de la vie, et qui fait que ben voilà, je m'arrête à un moment donné, je reprendrai plus tard, et c'est pas très grave, et je note si vraiment j'ai une idée ou un mot ou une phrase, je la note vite, euh, et donc ça peut être effectivement interrompu comme ça. Donc non, je j'ai pas de temps où je me repose après interminablement. J'ai des temps secs aussi où ça ne vient pas. Et d'ailleurs, je vais profiter de ton émission, voilà, pour remercier quand même mon éditeur très 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 chaleureusement, Pierre Julien, parce que enfin, donc Pierre-Julien Marest, parce que il y a un an, un peu plus d'un an,
ouais, même il y a 3 ans, j'ai demandé une bourse. C'est pour ça qu'il y a marqué CNL derrière le livre. J'ai demandé une bourse au CNL pour ce livre, pour écrire ce livre, et j'avais écrit très très peu de texte quand j'ai demandé la bourse parce que je pensais pas l'avoir. Et puis je l'ai eu. Et, euh, et donc j'ai avancé, mais j'ai avancé au rythme habituel. C'est-à-dire, bah, je me forçais pas, j'écrivais quand ça venait, toujours avec mes petits fragments de ci, de là, que j'essayais ensuite de recomposer. Je fais un peu une espèce de tissage, de patchwork. Enfin, après, je mêle les morceaux, je les tisse ensemble, je les couds, découds, je découpe beaucoup, je coupe aussi beaucoup. Il y a On dirait Pénélope et Ulysse, le livre. Ouais, mais il y a cette idée-là, le texte, Ouais. étymologiquement, c'est un tissu. Et, euh, et donc, oui, et je coupe énormément. Enfin, j'ai vraiment j'ai des résidus presque de tissu, là, je sais plus comment on appelle ça, là, les restes. Bon, j'en ai beaucoup. Et, euh, et donc, mince. Et voilà. Et le temps escompté, en fait, est de 2 ans. J'avais pas compris. Donc, au bout de 2 ans, si on rend pas son texte, eh ben, on n'a pas la fin de la bourse. Voilà. Et c'était une bourse aussi pour me permettre de me libérer un peu de temps, donc de réduire mon temps de travail. Euh, donc, ce que j'ai fait, j'ai réduit mon temps de travail, mais le texte venait pas. donc, euh, donc j'allais renoncer à ma bourse et à la fin de la bourse. Et puis Pierre Julien m'a dit écoute, demande un report, essaye, on sait jamais. Et c'est ce que j'ai fait et je l'ai eu, ce report. Et là, il m'a imposé une date butoir. Et cette date butoir m'a poussée à finir à ce moment-là. Voilà, là, ça m'a un peu stimulée parce que sinon, moi, je laisse un peu, ouais, je laisse pas mal venir les choses. Je m'impose pas. Je suis pas une grande rigueur par rapport à l'écriture, comme j'admire, hein, j'admire beaucoup cette rigueur d'écriture. Je sais plus, Giono le matin, tous les matins à telle heure, il se mettait au travail. Après, c'était Brouillon ou Balzac, bon, qui a usé complètement sa vie dans l'écriture. Enfin, il a fait que ça, quasiment. Euh, et enfin, du moins pendant 20 ans, à peu près que ça. Euh, ou d'autres, enfin, il y a beaucoup d'écrivains qui ont cette espèce de rigueur, ils se mettent à leur table de travail à telle heure et de telle heure à telle heure. Moi, je sais pas faire ça. Donc moi, j'écris un peu partout. J'écris au café, beaucoup en j'écris en marchant, mais bon, là, je le note pas toujours, donc ça s'évapore. Et j'écris dans les transports. J'aime beaucoup écrire en mouvement. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'écris un peu quand ça vient. Et après, évidemment, hein, je suis comme tout le monde, je passe des heures à tout retoucher, retravailler, Ah oui, corriger. j'allais te dire, est-ce qu'à un moment tu peux te sentir dépassé Oui, parce oui, qu'il non, non, t'arrive comme ça? Ouais, ouais, ouais. ce qui arrive comme ça, c'est souvent moyen, quoi. Enfin, il y a des choses bien, des fulgurances, mais elles sont pas inouïes non plus. Et oui, il y a 2, 3 fulgurances, mais globalement, après, il faut beaucoup de temps à la table de travail et tout reprendre et corriger et tout ça. Mais j'aime bien que ça surgisse. Enfin, j'aime bien l'idée de surgissement et voilà, ce qu'on a souvent appelé l'inspiration. Après, Ouais. l'inspiration, elle vient une fois qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup emmagasiné, qu'on a laissé infuser beaucoup à l'intérieur de soi. Enfin, il y a tout un cheminement, et c'est énormément de travail, évidemment. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça, ça surgit de nulle part et ça repart. Euh, non, non, bien sûr, mais voilà. Et donc cette date elle m'a vraiment donné une limite à
mes, je sais pas, comment on pourrait appeler ça? Je Errance, sais pas mes trouver mes errances. termes, mais voilà, mes errances, mes attentes aussi, parce que il y a un côté un peu, j'attends que ça Mmh. vienne, pardon, j'attends que le surgissement de la fulgurance et puis bon, des fois, ben, il y a rien. Et donc là, j'étais en grande période de panne sèche, mais longtemps, hein, presque, je sais pas combien de mois. J'ai rien écrit, il y avait rien qui venait. Après, c'était aussi très douloureux, hein. C'est une histoire, difficile, ce que je raconte, donc c'était douloureux, ça me faisait faire des cauchemars. Dès que je m'y replongeais, je dormais mal. Donc je me disais: «Bon, on va laisser ça va venir, tant pis pour la bourse», et puis voilà. Donc je remercie encore Pierre Julien, qui m'a posé une date et amené, le texte à se terminer, enfin. Tu parles de douleur, mais il y a aussi, beaucoup enfin, il y a que ça même, il y a une méticulosité, passionnante. Je vais prendre un exemple très simple, très clair, très court, très, très court. C'est la ponctuation. Par exemple, page 35, j'aurais pu citer d'autres, extraits, hein. Tu écris un moment comme ça, je décontextualise, hein, pour le coup, j'en suis désolé. Tu écris: «Je le torche, câline, frotte, point». Il y a pas de virgule, hein. Je le torche, câline, frotte, point. Je le borde, soigne, gave, point. Je fais tout ce que les mères font, point. Et il y a beaucoup de cela dans le livre, une sorte de ponctuation où le rythme, parfois peut être entrecoupé, d'une virgule, d'un point-virgule. Là, non, c'est frontal. Et alors la première fois, je dis rien et puis quand je vois que c'est souvent, je me dis: «Bon, il y a quelque chose à creuser là-dessus». Et moi, je suis un fan de ça, en fait. Je c'est un aspect qui suscite en moi beaucoup d'intérêt, la ponctuation dans un livre, qui plus est dans un roman ou dans un essai. Et voilà, c'est là, la mythique. Mais est-ce que alors il y a la ponctuation, et est-ce que, revoir, revisiter les contes, leur créer une résonance avec aujourd'hui? Par exemple, le père dans ce livre, bah, il a p parfois on a l'impression qu'il est un peu chasseur ou geôlier, spectateur, ça dépend de la version des personnes. C'est assez rare ce genre de code, ou alors j'ai oublié dans le rôle du père. Il y a aussi le fait que la première partie qui est le regard de la mère est plus long, et donc ça dit aussi quelque chose, ça. Et cette ponctuation, enfin bref, est-ce que tout cela, ça participait aussi à, une espèce de réécriture comme ça? Je vais pas dire féminine parce que ce serait, trop simpliste pour le coup. Une réécriture totale, voilà, une réécriture totale de tout ça. Et une manière pour toi aussi de te mettre en danger, en tant qu'écrivaine. Oui, oui, enfin, je sais pas si je me mets en danger parce que bon, bah, les risques ils sont assez, comment Mmh. dirais-je? Dans l'écriture, quand je suis en écriture, en texte, oui, il y a une mise en danger, mais après, sur la réception, le danger est moindre, hein, j'espère juste qu'il sera lu, mais voilà. Mais, comment dire? Donc c'est très construit, hein, cette idée d'avoir, déponctué, retiré les virgules notamment, parce qu'elle parle comme ça, elle trébuche. Alors lui, il dit qu'elle trébuche sur les mots. Il y a toute cette, thématique de la chute et du fait qu'elle tombe amoureuse, qu'elle tombe enceinte, voilà, il y a toute cette, question-là. Il y a chute sur les mots aussi, enfin Mmh. elle, décline en fait c'est pas que des synonymes, mais une manière de reformuler toujours pour essayer d'être plus près d'une sorte de justesse pour elle, de vue et donc de chaque fois reformuler les choses, ce qui, lui déplaît beaucoup parce que, il faut avoir le verbe juste et heu et il existe un verbe juste à son sens et donc ils se comprennent absolument pas parce qu'elle est dans un monde, de création permanente, ou d'imaginaire et de légendes et elle pense qu'on construit ses propres légendes, qu'on est ses propres légendes et lui, les légendes, il veut rien avoir à en faire et il parle, du côté effectivement du logos avec des citations parfois philosophiques. Voilà, il se réfère à, plutôt à Descartes, Kant et Spinoza. Mais et donc
oui, on a 2 rapports qui sont frontaux et qui se manifestent, d'abord dans la langue, dans la construction et elle prend le temps aussi de dérouler, une langue un peu interminable avec des histoires, qu'elle mélange et qu'elle irrigue, de matières, et d'histoires diverses, La princesse au petit pois, on a Le magicien d'Oz, hem je sais plus, je sais plus si j'ai Rumpelstiltskin, enfin si, je l'ai dans une allusion. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'allusion. Hein, c'est pas des citations à proprement parler, c'est des allusions à des contes, évidemment Boucle d'or, évidemment La nuit du chasseur, enfin tous ces Mmh. contes d'ogres et de forêt et toute la matière de Bretagne aussi, avec la légende arthurienne. Heu et cette idée du roi pêcheur, qu'elle transforme en roi chasseur, enfin voilà. Et il chasse aussi pour ça, mais on ne sait pas ce qu'il chasse. Enfin, est-ce qu'il chasse des animaux? Est-ce qu'il chasse l'enfant, elle? Enfin voilà, il y a toute cette quête et en même temps, j'aime qu'il y ait cet indécidable dans le livre. Enfin, je crois en cet indécidable, c'est-à-dire que je laisse le lecteur libre de, de, de construire sa propre vision ou sa propre version des choses. Parce que je trouve qu'on est trop dans une époque très tranchée où on a besoin on a besoin d'un bourreau et d'une victime. Or, on est tous un peu les deux et ce que je disais sur les mers et les marâtres, c'est complexe, mais c'est dur de comprendre qu'en fait, on peut être cruel parfois et très cruel dans nos actes, dans nos mots, dans notre manière d'agir et, c'est ce qu'on, il me semble, c'est ce qu'on conçoit ou qu'on comprend quand on met au monde un enfant et c'est pour ça que ça reste un texte malgré tout écrit par une femme parce que ben voilà, on a cette expérience organique qui est nécessairement pas la même. Et quand on met au monde un enfant, c'est extrêmement violent. Enfin, c'est ce rapport à la naissance, c'est extrêmement violent. C'est sans doute très violent pour l'enfant aussi. Enfin, évidemment, c'est une expérience qu'on a tous fait et qu'on a oubliée. Enfin, on oublie la violence de cette naissance, mais il y a quelque chose de très brutal, quoi, tout d'un coup. On est dans un confort, une espèce de cocon tout liquide, amniotique, là, avec, il fait tout noir, c'est génial et c'est chaud. Et tout d'un coup, la lumière et la violence de l'hôpital aussi, tout ce monde autour, tous ces bruits, enfin, ça doit être terrifiant. Enfin, voilà. On fait subir cette espèce de violence, on la subit physiquement, enfin subit, on la vit, c'est pas subir, on la vit physiquement et c'est pas mal de ramener ça à cette sauvagerie, à ces pulsions et on protège, mais on est aussi dans un rapport très, très rugueux, très, très ouais, brutal, je dirais. J'aime beaucoup Anne Dufourmentel. Elle avait écrit un texte qui s'appelle La sauvagerie maternelle et je crois beaucoup à cette idée de ramener les mères aussi à leur sauvagerie. Tout d'un coup, on est ramené à notre animalité quand on met au monde un enfant et il est question aussi beaucoup de ça dans le livre, d'animalité, de métamorphose, de redevenir un être qui serait non, non policé par la société et qui serait ouais, assez sauvage aussi. Oui, oui, parce qu'à un moment, tu évoques beaucoup ce que tu dis, des corps profanés, contaminés, colonisés. Et ça, c'est intéressant parce que est-ce qu'il y a aussi dans cela une manière enfin, d'ouvrir un peu vers le monde, qui est un monde, comme tu l'as très bien dit, où il y a une forme de, voilà, où il y a une critique un peu sociale, politique, par le prisme des. Et je pense aussi à elle qui dit je ne veux pas, je refuse d'ajouter mon portrait à sa galerie. Enfin, c'est très beau et ça dit aussi quelque chose, peut-être
de l'ordre enfin, de refuser les représentations qui sont figées, comme tu le dis. Il y a le livre comme ça qui progressivement va vers des gestes politiques, mais qui restent quand même des décors. Voilà, c'est pas le plus important, c'est que ça va être au service de la littérature et pas le contraire, quoi. Oui, oui, ah oui, oui, ça, enfin, ça j'espère, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas un livre à message. Je répète assez que pour envoyer un, enfin, c'est la blague d'Hitchcock, Ford, je sais plus, tout le monde l'a dite. Mais voilà, effectivement, si on voulait envoyer un message, on envoie un SMS aujourd'hui, on envoie un courrier, mais faire une œuvre qui nécessite 4 ans juste pour un message, enfin 4 Non, ans non. plus, hein, mais Non, mais donc parce oui. qu'on peut parler de ça. Ça peut prêter à confusion, mais Ah c'est non, tout à vraiment, fait. c'est pas Non, non, ça. mais je vois bien ce que tu veux Mm. dire. De toute façon, je crois, hein, je crois fondamentalement que toute œuvre est nécessairement politique. Je sais pas si je l'ai faite, en ce sens-là, j'en sais rien. Mais à partir du moment où on choisit une langue déjà pour s'exprimer, on est déjà dans un acte politique. Donc, Mm. donc forcément, c'est aussi politique. C'était oui, ne pas ajouter ce portrait à un tableau de chasse et en même temps, qu'est-ce qu'on chasse? Et c'est politique aussi dans le rapport homme-femme, ce que je te disais tout à l'heure sur cette question qui m'agace un peu, trop binaire de vouloir absolument diviser les gens ou la société entière, voire les hommes et les femmes en tortionnaires et victimes. C'est plus complexe et moi je voulais aussi que ce personnage, cette Mm. héroïne, cette femme, elle soit aussi consciente qu'à un moment donné, elle se laisse enfermer dans des choses. Elle se laisse enfermer, elle accepte cet enfermement, elle consent, si on doit utiliser le mot, à cet enfermement et en même temps, quand elle est enfin consciente qu'elle est en train d'en crever, il faut qu'elle parte, quoi. Enfin, c'est ça ou mourir. Donc, à un moment donné, elle aurait été responsable de ses actes en restant. Enfin, voilà, moi, je suis assez sartrienne. Je crois qu'on est, oui, qu'on est responsable de oui, de nos actes. Enfin, voilà, et de nos actions, et que si on a compris enfin après un certain nombre d'années qu'on était en train d'être manipulé, écrasé, il est temps de prendre le pas sur les choses. Et alors souvent on a besoin d'aide, hein, on a besoin de se faire aider. Là, elle s'en sort seule. Mais, mais voilà, enfin, je, je, je et elle se laisse enfermer pas que dans une relation qui serait de soumission. Elle se laisse enfermer aussi dans des représentations. Elle se laisse enfermer dans son propre corps, dans ce que je dis, dans sa peau et aussi dans sa folie, dans sa manière d'envisager les choses que en les déformant et en relisant toute son histoire chaque fois, en passant par d'autres histoires, par des contes pour l'accepter, pour réussir à regarder Méduse en face. Elle passe toujours par des fictions et, et peut-être que c'est un autre enfermement. Enfin, voilà, enfin, c'est vraiment sans prendre parti, juste donner l'éventail de la complexité et laisser après le lecteur se faire. En parlant de lui, elle dit il habite une maison qui fuit. Alors effectivement, parce que littéralement, effectivement, il y a des fuites d'eau, mais c'est beau, ça dit aussi, ça dit aussi certaines choses. Je rappelle à la bouche, dans le descriptif, il y a tous les éléments qui permettent de se procurer le livre. Et comme tu le dis très bien, là, pour le coup, on va laisser aussi aux lectrices et aux lecteurs prendre le temps de se le réapproprier, de voir un peu de l'interpréter comme. Mais ma dernière question,
tu as mis 4 ans, si je me trompe pas, pour écrire, pour aller jusqu'au bout. Et est-ce que tu sens que dans tes prochaines fictions, est-ce que tu sens qu'il y a il y a un après à la bouche? Alors, c'est difficile parce que là, j'en ai pas. J'ai rien commencé, je ne sais pas ce que je vais écrire après, ça vient pas pour l'instant. Donc, et ça, j'ai besoin d'un point de départ, j'ai besoin que ça vienne. Enfin, j'avais des idées, mais c'était juste des idées. Pour l'instant, j'ai pas de canevas, j'ai pas de phrase de départ, voilà. Donc, j'en sais rien. Il y aura un après, oui, sans doute. Enfin, j'espère. Et Je parle au niveau de est-ce que ça a changé des choses, hein? voilà, au J'ai niveau de ta manière de fabriquer, c'est ça, je pense que peut-être le réel va être clément un moment avec toi, il va te donner un déclic, ça c'est possible, hein, c'est sûr même. après, moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup. J'ai besoin, en fait, que ce soit une quête chaque fois. Et donc, je veux pas avoir trouvé la réponse avant d'arriver. Et tout le cheminement d'écriture, je sais pas. J'écris souvent le début et la fin Mmh. assez vite. Mais au milieu, tout ce qui se trouve au milieu, et peut-être que la fin a peu bougé d'ailleurs, hein. Il se trouve que jusque-là, bah, les 3 fois où j'ai écrit des livres de fiction, j'avais le début et la fin très vite. Mais, voilà, j'ai beaucoup écrit sur Kafka, et au fond, le procès, c'est Max Brod qui l'a cousu comme ça. À vrai dire, on n'en sait rien. On ne sait pas quelle partie Kafka écrivait de manière très morcelée, et on ne sait pas si la fin, elle aurait été là, ou peut-être qu'on peut repenser le procès en déplaçant les morceaux, et ça change les choses. Je Mmh. trouve ça ça me plaît beaucoup comme idée. Et donc, ben, je sais pas, ce sera une quête à nouveau, et quelque chose sans doute de différent. Et voilà, j'ai pas de. Je cherche. Ouais, chaque fois, je cherche quelque chose. Voilà, j'aime Ouais, bien, on termine l'émission sur ça, je cherche et moi je trouve que c'est je très cherche. bien. C'est très bien comme ça. Et bah, quand tu auras trouvé, hein, tu es la bienvenue Merci Samir, merci. sur la chaîne. Je répète, hein, À la bouche, édité chez Marest et Chris, donc le dernier livre de Séverine Danflous. Et bon, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée du livre sur le site Marest. Merci beaucoup, Séverine. C'était un Merci plaisir et puis à très vite. Merci à toi. Samir, c'était un plaisir partagé. Générique. Upper eyes in the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.